Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel atelier virtuel du CDTS. I'm delighted to welcome you today for a new virtual CLTS virtual workshop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Florian Martin Barito. Je suis professeur agrégé en droit et directeur du centre de recherche en droit, technologie et société à l'Université d'Ottawa. Et pour aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui inaugure un nouveau format dans nos événements virtuels. Dans un premier temps, pour environ 20 à 30 minutes, nous aurons le plaisir d'entendre Thomas Mboa nous présenter ses travaux sur le leadership féministe et les stratégies de résilience des femmes dans les makerspaces en Afrique. Thomas Mboa est un chercheur en information et communication qui s'intéresse au mouvement des makers, à l'innovation sociale, à la science ouverte et aux communications scientifiques. Il est actuellement boursier de la Reine Elisabeth II au sein du réseau Open Air, so Open African Innovation Research, à l'Université d'Ottawa. Et après sa présentation, dans un second temps, nous aurons le plaisir d'être rejoints par d'autres jeunes chercheurs de Open Air pour une conversation autour de cette thématique, notamment Dominique Diouf, qui a un PhD en administration des affaires et qui est chercheur et spécialiste en développement durable et transfert de connaissances. Dominique s'intéresse tout particulièrement à l'entrepreneuriat, l'innovation, les technologies, la durabilité, ainsi que Aboubakry Khan, désolé, qui est doctorant en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également un jeune chercheur Open Air et boursier de la Reine Elisabeth II et travaille sur les questions liées à l'innovation et au genre. Et il me semble également que Esther Sandrine Com, qui est également une jeune chercheure Open Air, nous rejoindra pour la conversation. Je vous invite également tous à poser vos questions dans le chat et je les communiquerai à nos participantes et nos participants. Sans plus attendre, Thomas, je te donne la parole et je t'invite à prendre le contrôle du diaporama en cliquant sur le bouton à cet effet. Ok, merci beaucoup Martin, Florian, pour cette présentation. Je vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer d'orienter un peu cette présentation vers ce que j'ai vécu lors de mon terrain de recherche en Afrique, en fait, parce qu'il faut premièrement situer le contexte de cet extrait que je vais présenter aujourd'hui. Il ne s'agit que des résultats partiels de ma thèse intitulée Les makerspaces en Afrique francophone entre développement local durable et technocolonialité. Mes travaux de recherche ont été des terrains ont été financés beaucoup plus par Open Air, suivi du CIST à l'UQAM et puis du CIRAM à l'Université Laval. Le cadre théorique que j'ai utilisé, je ne vais pas rentrer là en détail, mais c'est beaucoup plus la sociologie des usages, sciences, technologies et société. Puis j'ai complété la limite avec des études décoloniales parce qu'il y a une limite à ce niveau-là qui ne tient pas toujours compte des réalités socio-historiques. La méthodologie, elle est toute simple. J'ai fait des études de cas en Afrique francophone, notamment au Cameroun, Burkina Faso et Sénégal. J'ai collecté des données en associant 3 méthodes, l'observation participant, des interviews et l'analyse documentaire. Puis j'ai fait une analyse qualitative à la fin avec NVivo. Et puis j'ai procédé par comparaison après le codage thématique pour voir un peu les catégories qui émergeaient le plus. J'avoue, la précision ici, il faudrait dire qu'au départ de ma recherche, la thématique de ma recherche n'était vraiment pas focalisée sur les femmes, mais c'est l'une des beautés aussi de la recherche qualitative. Quand on va sur le terrain avec sans préconçus, c'est juste que c'est une révélation de mon terrain qui s'est avérée plus tard très importante aussi dans la rédaction. Alors,
Je vais avancer. Alors, les makerspaces, d'abord, je pense que c'est important de situer tout le monde parce que nous n'étudions pas les mêmes objets de recherche. C'est important de dire ce que c'est que les makerspaces. En fait, ce sont des ateliers de collaboration. Aujourd'hui, certains leur attribuent le nom de tiers-lieux de fabrication numérique, mais ce sont juste des espaces qui sont nés avec la montée en puissance d'Internet, de l'information et de la communication aussi. Aujourd'hui, ils abordent différents noms. On retrouve beaucoup plus le nom de Fab Lab, Hackerspace, Tech Shop et Living Lab. Mais il faut dire que le contexte dans lequel j'ai fait mes études, c'est-à-dire Québec, on est un peu contre cet anglicisme-là. Donc, on préfère plutôt des termes comme atelier de fabrication collaboratif ou bien espace de collaboration collaboratif. Voilà les noms qu'on donne dans le jargon francophone. Alors, j'en ai étudié 3, situés dans 3 pays. Le Ouaga Lab au Burkina Faso, il est situé dans le quartier Kalgondeng de Ouagadougou. Et puis, il a été créé en 2011 par un jeune. Et c'est l'un des tout premiers Fab Lab ou Makerspace d'Afrique francophone. Le second que j'ai étudié, c'est Angola Fab Lab, qui est situé au Cameroun. Il est plus récent, à la seule différence que lui, il a été créé par le fruit d'une coopération entre la Fondation Orange et l'Agence universitaire de la francophonie. C'est vraiment un Fab Lab très huppé, bien équipé. Et le troisième, c'est le DEFCO ACNIEP Lab à Dakar, au Sénégal, avec DEFCO ACNIEP Lab qui, en Wolof, veut dire « fais-le avec les autres ». C'est un makerspace d'artistes situé au quartier Sicap Liberté 2. Et ils essayent vraiment de mettre l'art et le numérique au service du bien commun. Donc, pour dire, voilà les 3 espaces, mes 3 terrains que j'ai étudiés pendant cette recherche-là. Alors, comme je le disais, j'ai collecté les données et puis je les ai analysées. En ce qui concerne les femmes, les catégories de résultats que je vais présenter ici sont beaucoup plus les préjugés sur les femmes et les stratégies qu'elles ont mises en place pour combattre ces préjugés-là. Alors, parmi les premiers préjugés, ou bien la remarque générale, c'est que les femmes sont vraiment absentes dans ces milieux-là. Ça, c'est une remarque générale qui, comme on observe dans tout ce qui a trait aussi aux sciences, technologies, innovations et mathématiques, elles sont vraiment absentes. Sur les 3 terrains, disons que j'ai rencontré le plus de femmes au Cameroun, à Yaoundé, la Fab Lab. Au Burkina Faso, au Ouagalab, j'ai rencontré juste une seule femme. Durant tout mon séjour de recherche, je n'ai vu qu'une seule femme là-bas. Et au DEFCO ACNIEP Lab au Sénégal, le bonheur là-bas, c'est que le Fab Lab est dirigé par des femmes. C'est une initiative de femmes. Peut-être vous comprendrez plus tard aussi pourquoi il est particulier, pourquoi il tient une place importante dans mes travaux. Alors, parmi les préjugés qui ressortent le plus, c'est que la femme est un être faible, en fait, dans ce makerspace-là. Donc, ça, ce sont des paroles qui ressortent des gens que j'ai interviewés, des hommes notamment, où vous verrez certains disent, comme vous le voyez, j'ai fait des extraits là pour vous montrer un peu ce que les gens disent, comme celui-là qui dit que c'est une vérité universelle, que la femme est un être faible, elle a des limites. Donc, par conséquent, il faut toujours l'accompagner. Il y a des choses que seuls les hommes peuvent faire. Il faut dire que ce n'est pas une réalité typiquement africaine. Pour avoir visité plusieurs makerspaces dans le monde, ce sont des milieux vraiment masculins. Alors, un autre gros préjugé, c'est que la femme est prédestinée à certaines tâches, notamment les tâches domestiques. Par exemple, dans les makerspaces, il est connu que tout le monde essuie le sol, lave les assiettes une fois qu'on a fini de manger ou quoi que ce soit. Mais ça va un peu comme si ça va de soi
dans les contextes que j'ai étudiés, par exemple, notamment à Yaoundé au Cameroun, où c'est les jeunes filles qui, ou bien les femmes qui étaient présentes, qui généralement lavaient les assiettes ou des choses comme ça. Et puis, comme vous le voyez aussi dans les extraits, les gens vont avec des préconçus, c'est-à-dire l'électronique, c'est pour la femme, c'est pour les hommes, l'informatique, c'est pour les hommes. Donc, quand on reçoit des nouveaux adhérents, les femmes, pour les intéresser, on va d'abord les orienter vers la couture ou des choses comme ça, là, parce qu'elles ne s'intéressent pas vraiment à l'électronique. Non, on va avec ces idées-là déjà. C'est un peu ça. Et ce qui m'a paru curieux, c'est paradoxal aussi, c'est que j'ai rencontré des femmes qui légitiment vraiment cette position-là, de dire que l'homme, c'est l'homme. Il y a des choses que la femme doit faire et que l'homme ne peut pas faire, ou bien on ne devrait pas s'attendre à ce que l'homme le fasse. Je tiens ici à préciser en parlant des préjugés que le contexte que j'ai étudié a une approche, les différents pays ont une approche binaire du genre. C'est pourquoi vous m'entendez parler de femmes et hommes. Ça, c'est vraiment l'approche qui prévaut là-bas, même si dans la réalité, on peut avoir d'autres tendances, mais l'approche vraiment publique, l'approche reconnue, c'est une approche binaire du genre. C'est pourquoi je parle uniquement de hommes et femmes. Les stratégies de lutte alors que les femmes et les promoteurs des makerspaces ont eu à mettre en place pour combattre ces préjugés-là, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de l'éthique même du mouvement maker. Donc, ce qui fait que tel que les makerspaces ont été conçus, tels qu'ils ont été pensés, il y a certaines choses vraiment qui ne cadrent pas, qui sont propres à notre culture et qui ne cadrent pas avec la réalité des femmes dans les makerspaces. Alors, ce que les promoteurs ou bien les usagers des makerspaces ont eu à faire, c'est à un moment de dire non, il faut qu'on se partage les tâches. Il faut que les hommes aussi lavent les femmes lavent les assiettes ou fassent la vaisselle autant que les hommes. Et autant que les femmes, s'il vous plaît. Et à un moment aussi, c'est de dire, parce qu'il y a certains hommes qui ont avoué à un moment, de dire, en termes de connaissances, ils reconnaissent l'égalité des femmes seulement au niveau de la connaissance, mais au niveau culturel, c'est pas reconnu. Donc, ce type de précaution-là, les makerspaces ou bien les promoteurs des makerspaces ont décidé de les briser en mettant en place des stratégies. L'une des stratégies, c'est vraiment le refus des femmes d'être réduites aux tâches domestiques, parce que j'ai rencontré des femmes qui disaient exactement non, moi je ne lave pas les assiettes. Je ne peux pas laver les assiettes ici et les laver à la maison. Et puis, avec l'appui du promoteur du makerspace, ces garçons-là qui ne voulaient pas, ou bien ces hommes qui ne veulent pas laver les assiettes, le faisaient et avec plaisir, parce que le makerspace, c'est un endroit où on permet l'émancipation de la femme. Et j'avoue que comme je faisais de l'observation participante, moi aussi j'ai lavé des assiettes à Yaoundé. Donc, c'est un peu ça, l'une des stratégies qui ont été mises en place. La troisième stratégie qui est très importante aussi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est de confier aux femmes les tâches initialement réservées aux hommes. C'est pourquoi j'ai vu, par exemple, à Yaoundé, c'est une femme qui enseignait aux hommes comment scier une planche en utilisant une scie, à faire de la menuiserie. Au DEFCO Acnieb Lab, j'ai vu les femmes qui ont mis en place un jardin de permaculture et enseigner aux hommes comment est-ce que ça se passe, travailler avec les universitaires, les chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop. C'était des femmes du centre social, en fait, qui ont
travaillé avec des chercheurs de l'Université de Cheikh Anta Diop pour mettre en place un jardin de permaculture. Alors, tous ces changements-là, parce que c'est une tension entre les réalités ou bien la culture africaine et puis la culture maker qui veut ou bien qui prône une certaine égalité, une certaine horizontalité dans les relations. Alors, ça a été possible parce qu'il y a eu, ou bien il y a des femmes d'exception dans ces makerspaces-là qui font changer les choses. Et c'est grâce à leur leadership que beaucoup de choses sont en train de changer ou bien se passent. Il y a par exemple au Ouaga, la seule femme que j'ai rencontrée, elle, c'est une jeune qui a une entreprise de TIC, puis elle pense que les femmes ne savent pas qu'elles peuvent faire certains choix. C'est un problème culturel pour elle. Non, son travail, c'est de dire tout le temps, de marteler et de dire aux femmes qu'il faut changer. Vous avez la possibilité de faire ceci, de faire cela. Vous n'êtes pas seulement fait pour la comptabilité. Même quand vous allez à l'université, vous pouvez faire de l'ingénierie, ce n'est pas réservé aux hommes. À Yaoundé, j'ai rencontré cette dame-là qui enseignait comment scier les planches. Et la particularité c'est qu'en tant que professeur de physique au secondaire, elle s'est mise à fabriquer du matériel didactique à partir de l'impression 3D, justement les atomes et tout. Et au niveau du Fab là, à Yaoundé, c'est elle qui est en charge de l'atelier d'impression 3D et de la découpe laser. Donc, initialement, ce sont des choses que beaucoup d'hommes font, mais à Yaoundé, c'est vraiment elle qui est en charge, c'est elle la spécialiste. Et ça change beaucoup de mentalité. Au Sénégal, le DEFCO Agnep Lab, il faut dire qu'il est particulier parce qu'il part de l'histoire du quartier et il n'a pu voir le jour que grâce au leadership de la femme qui dirige cet espace-là, parce qu'elle a pu aménager un terrain abandonné. Elle a fait preuve de médiation entre les politiques, les pouvoirs politiques et le pouvoir religieux et les gens du quartier, parce qu'elle a aménagé tout un terrain, elle a fait aménager tout un terrain vague qui était abandonné et aujourd'hui qui sert de petit centre commercial à toute la communauté, ce qui fait que le Makerspace, le DEFCO Agnep Lab est vraiment ancré dans son territoire. C'est un espace qui vit en fonction des gens qui y sont et qui le fréquentent. Et comme je le disais, c'est beaucoup plus lié au leadership de cette dame-là. Pour ma part, vraiment, ce qu'elle a fait devrait être enseigné dans des écoles vraiment pour montrer comment est-ce qu'une femme peut amener à faire changer des choses dans un environnement qui n'est pas toujours évident pour elle. Et ces trois femmes-là, le cas de ces trois femmes-là m'a réellement intéressé au point où je me suis dit il fallait qu'on essaye d'aller un peu plus loin, de comprendre comment est-ce qu'on peut le faire. Parce qu'il y a des études qui parlent, ou bien j'ai mis juste là, il y a des études qui parlent du leadership féministe. J'ai mis une très belle recension pour ceux qui veulent aller très loin, je ne vais pas rentrer dans la théorie. Il y a des études qui parlent de cette étude-là, mais il y a des manquements au niveau, par exemple, africain et au niveau même de la technologie des espaces comme les makerspaces. Comment est-ce que ce leadership-là se manifeste à ce niveau? C'est pourquoi j'ai voulu étendre un peu cette recherche-là pour faire l'étendre à l'Afrique. Et c'est l'opportunité, en fait, que la bourse Elisabeth II me donne de voir comment je peux étendre cette recherche en Afrique du Sud, dans des makerspaces d'Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya et du Togo. Et à la fin, peut-être de proposer un framework ou bien une façon de faire qui pourrait être utile aux promoteurs de makerspace, à d'autres femmes, pour qu'elles puissent s'épanouir dans ces espaces-là, pour qu'elles puissent s'émanciper, en fait, et pour favoriser de l'emploi, tout simplement. Alors, merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vais compléter les réponses. Merci.
Merci beaucoup Thomas. Je vais inviter, donc, si ma liste est bonne, donc Dominique, Abou Bakri et Hamid à nous rejoindre pour la conversation et ouvrir leur caméra et leur micro. Et n'hésitez pas à nous laisser savoir s'il y a d'autres personnes qui veulent pouvoir participer à la conversation et commenter. Et en attendant, j'aurais peut-être une première question. Tu avais répondu à certaines des interrogations que j'avais sur ta recherche et certains ressentis dans ta présentation. Mais l'une des premières, parce que justement, tu disais que les femmes n'étaient pas à l'origine de ton objet d'étude central, et tu avais vu justement cette absence des femmes dans les makerspaces, etc. Puis je me demandais, donc tu disais que tu avais fait ton terrain en tant qu'observateur participant, et je voulais savoir comment ça avait été ressenti d'aborder ces questions dans des sociétés que, comme tu le décris, me semblent plutôt patriarcales dans leur modèle. Comment c'était ressenti à la fois par les femmes et aussi par les hommes que tu mènes cette recherche, que tu poses ce type de questions, etc. Est-ce que c'était facile, ou est-ce que tu as eu justement peut-être une méfiance ou comme des regards amusés ou quoi En fait, l'intéressant avec le terrain, c'est que je ne suis pas allé pour 2-3 jours. J'ai fait une période d'immersion avec les gens dans les makerspaces qui m'a permis de participer aux tâches. Et l'un des aspects importants aussi, c'est de dire que vraiment les makerspaces sont des endroits ouverts d'émancipation où on trouve, c'est l'une des choses que je n'ai pas présentées ici, mais quand on regarde le profil socio-économique des gens qui y vont, c'est beaucoup plus des jeunes intellectuels qui n'ont peut-être pas de travail et qui espèrent trouver des choses, ou bien qui espèrent augmenter de nouvelles compétences qui y vont. Donc, ce sont des personnes qui ont quand même une certaine culture aussi scientifique. Ce qui fait que quand on aborde ces sujets-là, c'est c'est plus facile que si j'abordais la même question avec ma grand-mère au village. Donc, il y a déjà ça. Et puis, le fait aussi qu'il fréquente déjà, ou qu'elle fréquente déjà le makerspace facilite les choses, parce qu'on vous dit dès le départ qu'il faut être libre ici. L'un des promoteurs, ou bien l'un des femmes managers, a l'habitude de dire: nous sommes tous un, il n'y a pas d'hommes et de femmes ici. Donc, une femme, quand elle se trouve dans cet environnement-là, elle se sent plus en confiance. Ok. Ok, merci. Hamid, Dominique, Abou Bakri, je vous laisse la parole et continuer la conversation avec toi. Ok, bon, mais moi, je vais essayer de donner mon point de vue. Il y a un fond de bruit. Ok, je pense que c'est correct maintenant. Bon, mais merci à Thomas pour sa présentation. Je trouve son étude très, très intéressante à plusieurs niveaux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai beaucoup apprécié le cadre théorique et le cadre méthodologique. Le cadre théorique d'abord, où en fait, il mobilise des différentes lentilles théoriques comme la sociologie des usages, les études décoloniales. Je pense que c'est des perspectives qui sont très intéressantes pour aborder des questions, des enjeux actuels liés à la technologie, que ce soit en fait dans une perspective relation genre, comme en fait mise en exergue dans son étude, que ce soit dans le cadre de l'appropriation de la technologie, de l'accès à la technologie, que ce soit pour des groupes marginalisés comme les femmes, les jeunes, etc. Je pense que c'est des perspectives très intéressantes, mais même dans une perspective également très globale, où on pourrait évidemment mobiliser justement ces lentilles théoriques pour mieux percevoir, si vous voulez, les inégalités entre pays en développement et pays développés, si vous voulez, entre le nord et le sud global de façon générale. Je pense que c'est des perspectives très intéressantes qui permettent de mieux comprendre justement ces aspects en lien avec la technologie, le numérique, etc.
J'ai beaucoup aussi apprécié l'approche méthodologique qui combine à la fois des interviews, l'observation participante, etc. Je pense que avec son extension avec d'autres terrains, notamment dans le milieu anglophone, je pense que ces résultats pourraient être très, très prometteurs. En tout cas, je t'encourage, je te félicite pour cette étude-là. Alors, j'ai un certain nombre d'observations à faire. Quand vous abordez, en fait, les femmes, vous avez remarqué justement qu'il y a une absence des femmes au niveau de ces makerspaces. Mais je crois que la lacune fondamentale, c'est que très souvent, on n'essaie pas aussi de comprendre, enfin, on n'essaie pas de dresser aussi le portrait de ces femmes-là. Et d'ailleurs, en fait, notre recherche aussi se rapproche plus ou moins de la tienne, parce que nous aussi, avec Aboubakry, on essaie de comprendre, non pas l'accès des femmes à la technologie, les obstacles de l'accès à la technologie, mais aussi les représentations qu'elles se font par rapport à la technologie. Les portraits de ces femmes-là, je pense que c'est également important de les dresser. Leur profil socio-économique, est-ce que c'est des femmes qui ont acquis un certain statut en termes de background académique? Est-ce que c'est des ingénieurs, etc.? Est-ce que c'est des femmes qui ont, je veux dire, émergé à partir de la base, qui n'ont pas peut-être une formation en informatique, une formation en technologie? Évidemment, en dressant le portrait, les représentations de ces femmes, on pourrait mieux comprendre justement le rapport, leur relation par rapport à la technologie, et mieux déconstruire tous les préjugés qui entourent la technologie, les relations entre la technologie et la femme. Donc, je pense que c'est important de s'intéresser au background de ces femmes-là. Vous avez aussi parlé des Fab Labs. Justement, ça me fait penser aussi à la lentille théorique qui concerne les études décoloniales que vous avez mobilisées, en ce sens que je vois par exemple que le Fab Lab du Cameroun, de Yaoundé, si j'ai bonne mémoire, est surtout financé par des organisations extérieures comme l'AUF, etc. Est-ce que ce contrôle qui est exercé encore par les puissances étrangères n'a pas une implication sur en fait les représentations qu'on se fait sur la technologie au niveau des femmes, au niveau des groupes défavorisés, etc. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas encore un contrôle qui est exercé sur la technologie par des puissances étrangères et qui pourrait en fait peut-être réduire véritablement les chances pour ces femmes-là de s'approprier de façon, je veux dire, de façon plus soutenue les technologies. Donc, je pense que c'est très intéressant aussi d'aborder ces études-là, du moins ces aspects en rapport avec les études décoloniales. Un autre aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est par rapport aux préjugés. Évidemment, les préjugés, ça persiste, notamment entre les hommes et les femmes, mais il faut aussi comprendre le contexte de ces préjugés. Et surtout, en fait, qu'est-ce qui pourrait fondamentalement influencer ces préjugés-là? Parce que si on se situe dans le cadre traditionnel, dans le domaine traditionnel, généralement, les femmes en Afrique avaient beaucoup de pouvoir, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue politique, ou même que, enfin, évidemment, la technologie n'était pas très développée à l'époque, mais on pourrait évidemment, en comparant ce qui est comparable, dire effectivement qu'elles avaient aussi beaucoup de pouvoir du point de vue technologique, ne serait-ce que dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine, évidemment, d'autres domaines, etc. Donc, il convient justement de voir le passage de la société traditionnelle à la société moderne. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pu influencer, en fait, ce discours-là qu'on a de la femme comme un être faible, comme un être fragile, qui ne peut pas, en fait, conduire une technologie, avoir accès. Est-ce que, fondamentalement, est-ce que c'est des déterminants traditionnels qui ont conduit à ce discours-là, ou est-ce que c'est des phénomènes traditionnels comme, je veux dire, le patriarcat qui a aussi dominé, qu'on le veuille ou pas, le patriarcat qui a beaucoup dominé les sociétés modernes, patriarcat qui a été influencé par la vision économique moderne, en ce sens que, qu'on le veuille ou pas, le libéralisme met surtout l'accent sur le pouvoir de l'homme blanc en général, mais il y a aussi évidemment d'autres influences comme la religion chrétienne, la religion
comme l'islam également, qui ont aussi qui ont tendance aussi à favoriser le rôle de l'homme. Donc, il convient justement aussi de prendre en compte tous ces facteurs-là pour avoir une approche beaucoup plus globale de la relation entre l'homme et la femme en termes d'accès à la technologie et pouvoir déconstruire tous ces préjugés-là. Donc, pour l'instant, je me limite à ça et je pense que, en tout cas, c'est une recherche très prometteuse et je pense que ça se rapproche beaucoup de notre recherche qu'on est en train de mener au Sénégal. On pourrait éventuellement partager, comparer notre recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tu as touché beaucoup de points que j'aborde. Abou, est-ce que tu peux arrêter de... Voilà. Okay. Tu as touché beaucoup de points que j'ai abordés dans ma thèse, notamment l'objet même de cette présentation, ou bien c'est de dire il faut célébrer le leadership de la femme africaine, en fait. C'est ça l'objet. Parce que je parle, dans la thèse, dans ma recherche, je parle des femmes comme les Nana Benz, je parle des reines d'Éthiopie, qui sont là, en fait, pour renforcer notre imaginaire, et c'est ça qu'on devrait montrer de la femme. Parce que les approches féministes des études des technologies abordent souvent selon le point de vue du dominant sur du dominé. Et chaque fois, il existe des préjugés. Par conséquent, chaque fois, ce qu'on peut bien documenter, ce n'est que les préjugés. Mais ça nous met des œillères qui nous évitent de voir la beauté, même le leadership de la femme africaine. Donc, l'un des pans que j'aborde, c'est justement de célébrer ce leadership-là, de le mettre en avant, même si je n'oublie pas les préjugés aussi. Le point intéressant, c'est sur le transfert des technologies. Et tu l'as très vite remarqué, en fait, parce qu'il y a une grosse différence entre le Ongola Fab Lab qui est à Yaoundé et le DEFCO Agnep Lab qui est au Sénégal. Parce que le Ongola Fab Lab, c'est un cas typique de transfert de technologie, alors que le DEFCO Agnep Lab a été bâti par les habitants du quartier. La conséquence, c'est que en transférant l'idée de Fab Lab à Yaoundé, on est venu avec des idées, le type de personnes. Le plan est déjà tout établi. On veut favoriser la recherche universitaire. La conséquence, c'est que le profil des femmes qui viennent là, ce ne sont que les universitaires. Déjà, l'endroit où on l'a situé même, ce ne sont que des universitaires qui viennent là. On a essayé, ils ont essayé de travailler avec une association de jeunes défavorisés au début. Et ce ne sont que les mêmes jeunes, mais je n'ai pas vu d'autres jeunes défavorisés venant d'une autre association intégrer cet espace. Par contre, au DEFCO Agnep Lab, vous verrez que ce sont les femmes du quartier qui n'ont pas forcément fait d'études, parce que l'historicité du lieu leur parle. Elles y voient vraiment ce qu'elles aiment faire tout le temps. Elles se sentent à l'aise avec ce milieu-là. C'est un peu comme si, en bâtissant ou bien en créant le DEFCO Agnep Lab, l'association Care Tiosan avait d'abord recensé les besoins ou bien a bâti ce makerspace-là en fonction des besoins des populations locales. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence. Et c'est pourquoi le DEFCO Agnep Lab, pour moi, est la meilleure idée, le meilleur makerspace que j'ai étudié parmi les trois, en fait, en termes de commun, en termes d'utopie, maker et réalité. Vraiment, c'est le meilleur pour moi. Ok, parfait. Bon, mais comme en attendant peut-être que Aboubakry ou Hamid donnent leur point de vue, je voulais peut-être faire quelques recommandations. Je pense qu'il serait aussi intéressant pour en fait compléter tes interviews, de jeter un regard sur en fait tout ce qui est produit à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire faire une sorte d'ethnographie digitale ou numérique qui va te permettre certainement de recueillir des points de vue à partir peut-être d'une certaine historiographie des points de vue qui sont partagés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, enfin, en tout cas d'autres réseaux sociaux, parce que là aussi, il y a quand même beaucoup de production, beaucoup d'échanges autour de l'accès femmes
autour de la technologie, du digital. En fait, il y a beaucoup de témoignages, que ce soit des photos, que ce soit des idées qui sont partagées. Je pense que ce serait intéressant justement aussi d'explorer cette ethnographie digitale pour contribuer peut-être à compléter justement ton matériel au-delà des interviews et de l'observation par exemple. Je pense que ce serait intéressant. Je pense qu'il y a une question dans le chat. En fait, j'ai différencié lors de mon étude là, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre les membres actifs présents qui viennent tous les jours et ceux qui viennent juste visiter. Les visiteurs, il y en a nombreux. Ils sont nombreux parce que les gens font beaucoup la promotion des Fab Labs. Il y a des gens qui viennent découvrir. Mais ceux qui viennent régulièrement, en gros, la Fab Lab à Yaoundé, c'était à peu près des gens que je voyais tous les jours pendant mon séjour de recherche, qui a fait peut-être 3 semaines, un mois à Yaoundé, à peu près une quinzaine de personnes permanentes que je voyais tous les jours qui travaillaient sur des projets différents. Au Ouaga Lab, au Burkina Faso, une dizaine à peu près que je voyais tous les jours, des membres vraiment réguliers. Et au DEFCO Agneb Lab, c'est un makerspace particulier, c'est un makerspace d'artistes ancré dans un quartier. Et puis, ils ont des champs, ils ont des jardins et tout et tout. Donc, il y a une équipe de base qui est là au niveau du makerspace, mais il y a des activités qui se font dans les quartiers, il y a des gens qui travaillent à l'extérieur et tout et tout. Mais là-bas, j'ai pu interviewer de façon globale 8 personnes à peu près que j'ai choisi comme membre. C'est-à-dire, il ne fallait pas que je te voie juste une seule fois. Il fallait que je sois certain que tu viennes au bout d'une semaine, 2 semaines, que je te vois venir tous les jours. J'espère que ça répond à la question. Okay. Parfait. Bonjour à tous. Florian, je tiens à te remercier premièrement d'avoir initié cette belle rencontre qui me permet de découvrir d'autres horizons avec Thomas, surtout pour moi qui n'est pas quelqu'un qui travaille plus précisément sur la question des makerspace. J'ai appris beaucoup de choses, Thomas. Merci beaucoup. Je pense que globalement, c'est un phénomène qui est complexe et qui, en fait, est le résultat de plusieurs facteurs en même temps. Et là, je rejoins, en fait, la remarque qui a été présentée par Dominique, notamment le fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les makerspaces, c'est le résultat probablement des facteurs globaux comme contextuels, bien évidemment d'autres facteurs sectoriels, et puis on peut imaginer même des facteurs organisationnels et des facteurs personnels. Je pense que la recherche de Thomas nous permet d'éclaircir davantage, en fait, des facteurs personnels liés au leadership féminin, et puis même à la perception qu'ont les hommes qui travaillent avec ces femmes par rapport à la contribution de ces femmes. Donc, on est plus dans des facteurs personnels. Bien évidemment, d'autres facteurs organisationnels ont été mentionnés par Thomas, notamment les stratégies, en fait, de réduction ou plutôt d'atténuation de ces préjugés vis-à-vis des femmes. J'ai quelques questions à Thomas, s'il peut nous donner un peu plus de détails sur les makerspaces qui sont dirigés par les femmes, ou plutôt où il y a plus une présence féminine et d'autres où il n'y a pas une présence féminine assez importante. C'est-à-dire, si j'ai bien noté, il y avait en fait l'Angola Fab Lab, si j'ai bien noté, il y a plus de femmes dans celui-ci, alors que d'autres makerspaces où il n'y avait pas plus de femmes. Ma question, est-ce que le fait d'avoir plus de femmes dans un makerspace explique leur engagement et la perception positive qu'auraient les hommes vis-à-vis de ces femmes ou à l'égard de ces femmes? Et dans le cas contraire, est-ce que les makerspaces où il y a une présence féminine moins importante, peu importante, expliquent en fait l'augmentation des préjugés vis-à-vis de ces femmes? Ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question, est-ce que on pourrait considérer que les makerspaces qui valorisent davantage la présence féminine permet à la fin l'autonomisation économique de ces femmes? Et là, je me pose la question sur, par exemple, la position des femmes dans les chaînes des valeurs en termes de rémunération. Si je pose cette question, c'est parce que j'avais travaillé à un certain moment sur les coopératives de l'huile d'argan au Maroc, qui sont intrinsèquement des organisations féminines du fait que le produit lui-même, historiquement, est un produit valorisé par les femmes et dont la femme joue un rôle très, très important dans le circuit de production du fait que c'est la femme, en fait, qui possède le savoir ancestral pour s'en servir.
Le problème dans les coopératives de l'huile d'argan, c'est qu'il y a en fait un portrait aussi ambigu, c'est-à-dire que nous avons des coopératives explicitement qui respectent les valeurs et les principes coopératifs en matière de répartition des gains, c'est-à-dire la rémunération des femmes, et vers la fin de l'année, en fait, la répartition des dividendes entre les membres de la coopérative. Parfois, on se retrouve avec des coopératives dont le slogan, en fait, valorise la femme, surtout la femme rurale, mais finalement, ne font qu'accentuer à un certain moment, en fait, l'exploitation de ces femmes. C'est-à-dire que les femmes peuvent travailler dans ces coopératives et ne voir toucher que, par exemple, 5 $ par jour ou 7 $ par jour, alors qu'un l'huile d'argan peut se vendre, en fait, en Europe à l'équivalent de 200 €. Donc, on voit qu'il y a une certaine marginalisation de ces femmes dans les chaînes de valeur et que finalement, ce sont les intermédiaires de vente qui tirent profit davantage, en fait, de la valorisation de ce produit. Et donc, ma question, c'est on peut, en fait, se questionner ou s'interroger sur cette autonomisation économique en termes de répartition de la valeur ajoutée créée par les makerspaces. Vers la fin de ma contribution, pour peut-être initier quelques liens de collaboration avec Thomas et puis essayer de voir s'il y a des horizons à explorer ensemble. Moi, personnellement, je travaille sur les villes globales. Et ce qu'on constate dans certaines recherches, c'est que plus une ville devient globale, plus il y a un caractère cosmopolite, c'est-à-dire il y a une culture un peu plus globale, et on s'attend à ce qu'il y ait une valorisation du statut de la femme quand on les compare à d'autres villes moins intégrées dans l'économie globale. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y a une culture cosmopolite, il y a une présence parfois d'étrangers et de plusieurs cultures qui permettent la circulation de certaines valeurs, on peut dire universelles, qui aboutissent, on peut supposer ça a priori, à une valorisation de la femme. Et donc, ma dernière question, est-ce qu'on peut supposer que les makerspaces qui respectent davantage les femmes ou qui mettent en valeur davantage ces femmes sont situés dans des villes plus importantes que dans les autres villes sont situées, les makerspaces qui valorisent moins la contribution féminine. Et pour clôturer, en fait, je dirais ces questions, une dernière question porte sur les stratégies de sensibilisation. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des makerspaces qui valorisent en fait ce genre de stratégie, c'est-à-dire en fait qu'on ne conçoit plus la valorisation du statut de la femme uniquement à partir de l'effort que la femme doit mener, mais bien évidemment et de la part de l'homme. C'est-à-dire est-ce qu'il y avait des stratégies de sensibilisation qui visent à mettre en valeur le statut de la femme, mais tout en mettant en place des cours, des formations, des ateliers qui permettent aux gens de mieux comprendre en fait le rôle et les fonctions que peuvent jouer les femmes dans ce genre d'organisation. Et vers la fin, je te remercie énormément d'avoir en fait de nous avoir partagé ton expérience et au plaisir peut-être de collaborer pour trouver des liens entre les villes globales et les makerspaces, pourquoi pas. Merci beaucoup, Hamid. Comme je le signalais au début, ça c'est juste un extrait des résultats partiels que j'ai présentés parce que j'ai étudié le phénomène makerspace dans toute son épaisseur, c'est-à-dire au niveau méso, au niveau macro, au niveau méso, au niveau micro. Il est clair qu'ici, quand je parle des femmes, je parle beaucoup plus du niveau micro, en fait, de leurs relations au sein du makerspace et tout ça. La réalité, c'est qu'en termes de femmes, oui, la présence féminine, quand elle est, ça c'est ta première question, une présence féminine accrue au niveau du makerspace augmente aussi, ou bien baisse le niveau de préjugés, en fait. Et c'est tout ça aussi le rôle, quand ils sont bien implémentés des makerspaces. Vous voyez un peu. Par exemple, le fait de voir, parce que par exemple, en gros, la femme, la dame qui sciait la planche, quand elle finissait de scier la planche au début, on ne croyait pas que c'est elle qui avait scié la planche. Mais à force de voir que c'est elle qui scie la planche, ça habitue les gens à ça. Au point où l'un d'eux m'a révélé que vraiment, en termes de connaissances, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Tu vois un peu. Donc, je pense que plus c'est accru, plus on a une baisse des préjugés. C'est une forme d'éducation aussi. En fait, c'est une forme d'éducation cognitive qu'on fait, qui permet d'assurer une forme de rupture épistémologique.
Donc, c'est ça. En termes de revenus économiques, le cas le plus intéressant que je peux prendre ici, bien sûr, en gros, la femme là, on voit des femmes qui utilisent parce que la bonne chose, c'est qu'on met du matériel à leur disposition, elles font de l'art numérique, elles peuvent revendre leurs produits. Mais en gros, la femme là ne retient rien du tout parce qu'ils sont subventionnés par l'AUF et Orange, la Fondation Orange. Le bon exemple, c'est le cas du Sénégal, où ils ont, au DEFCO Agnès Lab, ils ont mis un jardin de permaculture. Ils font la permaculture, ils plantent des épices et tout. Et ça s'est passé très bien. Mais là, si le makerspace ou bien le DEFCO Agnès Lab est un commun, et comme commun, il y a toujours des gens qui viennent, des enclosures, des gens qui viennent empêcher le phénomène de se passer. Alors, ces femmes-là, elles étaient autonomes. C'était des femmes du quartier qui n'avaient rien à faire, qui ont mis ensemble. Mais les facteurs externes, c'est-à-dire des femmes passées qui ont des postes au niveau du gouvernement, au niveau de la mairie, se sont mises à exploiter ces femmes-là. C'est-à-dire, c'est de fédérer, alors que les femmes vivaient très bien du thym qu'elles vendaient. Les femmes des immeubles qui sont des fonctionnaires essayaient de fédérer et demander à vendre les produits sous un label, puis plus tard exploiter ces femmes-là. Ce sont des encloses qui arrivent régulièrement dans la gestion des communs, ainsi de suite. Et puis en termes de ville globale, il faut dire que le phénomène makerspace en Afrique, c'est beaucoup plus un phénomène citadin. C'est rare de retrouver vraiment les makerspaces dans des villes qui ne sont pas cosmopolites. C'est un phénomène qui vit à l'ère de notre temps. Un peu. Donc, c'est pourquoi vous verrez que la majorité de ces makerspaces-là se retrouvent dans les grandes villes. Mais j'ai aimé l'approche au Ouaga Lab parce qu'ils ont créé un makerspace à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Et ils ont créé un second. Ils ont créé un second dans une ville d'exploitation minière. Et celui-là est adapté à l'exploitation minière, c'est-à-dire parce que les mineurs travaillent dans des conditions de sécurité pas bonnes du tout. Ils ont décidé de mettre un makerspace adapté à leurs besoins qui pourra produire des équipements. Donc, c'est un peu comme ça. Ça, c'est une très bonne appropriation aussi. J'ai pu remarquer, pouvoir créer, se dédoubler, pas reproduire la même chose, mais créer quelque chose qui répondra à un besoin quelconque donné. Donc, en termes de ville globale, ça serait intéressant de voir vraiment comment est-ce qu'on peut, en fonction des besoins de la ville, parce qu'une ville portuaire n'est pas la même qu'une ville agricole. Tu vois, l'erreur serait de reproduire un isomorphisme des makerspace partout, serait une erreur. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour cette belle présentation et merci Florian pour cette invitation de nous avoir associés à cet atelier virtuel. Vraiment une belle présentation et j'ai beaucoup apprécié, surtout les solutions quand vous parlez du leadership des femmes comme solution pour pouvoir faire évoluer les choses. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Bon, surtout moi, dans une étude, j'apprécie beaucoup les solutions que les problèmes, souvent. Et ça, c'est une bon, et je vais rejoindre tout à l'heure ce que disait Dominique par rapport au fait de prendre en compte d'autres aspects. Tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes, des contraintes, l'absence des femmes dans les makerspaces, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que également, quel est le portrait de ces femmes-là, la représentation sociale et également le contexte dans lequel évoluent ces femmes-là? Ça, je pense que c'est un problème fondamental qu'il faut réfléchir. Donc, pour pouvoir, moi, je pense que pouvoir briser ces préjugés-là, la première chose qui fait, je pense qu'il faut se poser la question fondamentale de savoir, d'abord, ces préjugés-là,
c'est envers qui? C'est envers les femmes. Mais qui profère ces préjugés-là? C'est la société. Mais quand on parle de la société, on parle de... Bon, dans le contexte africain, c'est souvent ce que Dominique a dit tout à l'heure, c'est souvent le côté coutumier, la tradition. Souvent également, il y a le côté religieux. Et ici au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, c'est un aspect fondamental, c'est un aspect fort. Ici, on voit la femme comme étant d'abord une épouse. La femme doit être d'abord une épouse et une mère avant d'être entrepreneur, par exemple. Avant d'être un entrepreneur, il faut d'abord être une épouse et mère d'abord. C'est comme ça que les gens réfléchissent, bon, la plupart en tout cas, et surtout du côté religieux. Et ça, je pense que c'est un aspect fondamental qu'il faut prendre en compte et qui pourrait expliquer l'absence de ces femmes-là. Et également, vous avez parlé du leadership. Moi, j'ai une question par rapport à ça, au leadership des femmes. Moi, j'aimerais savoir quelle autre solution préconisez-vous pour pouvoir, autre que le leadership des femmes, qui est extrêmement important, pour pouvoir briser ces préjugés-là au niveau de ces spaces. Et pour globaliser un peu ce que disait Hamid, et dans le contexte, il faut élargir un peu le contexte. Moi, je pense que la situation est en train d'évoluer par rapport aux présences des femmes, que ce soit dans les centres de recherche, au poste, dans le pouvoir public, dans l'économie de manière générale. Je donne tout simplement un chiffre. En 2016, il y a 36% des entreprises qui ont été créées au Sénégal appartiennent aux femmes. Et je pense qu'il y a une situation, une dynamique qui est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et il va falloir voir quels sont les phénomènes qui expliquent cela et tout ça. Bon, je pense que ça, c'est une perspective qu'il faut. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je sais que le temps est on est un peu. J'ai une autre question concernant l'innovation dans les makerspaces. J'aimerais savoir, est-ce que la présence des femmes dans les makerspaces favorise l'innovation et le partage de connaissances? Est-ce que le fait que les femmes soient présentes en nombre dans les makerspaces que vous avez étudiés, est-ce que ça amène les individus à changer, par exemple, leur façon de travailler ou bien à partager davantage leurs connaissances avec ces femmes-là ou pas? Est-ce que vous avez observé ces phénomènes-là ou pas? Ça, ce sont les questions que bon, je ne veux pas être trop long et je vais vous laisser la parole. Oui, en fait, il faut dire que, merci beaucoup, Abou. Il faut dire que les makerspaces à l'origine sont des endroits qui favorisent l'innovation sociale inclusive. Autrement dit, un makerspace sans femmes ou bien un makerspace sans femmes, l'innovation serait un peu plus difficile, je vois, tel que je l'ai vu. Et ça dépend du type d'innovation qu'on est en train de viser, en fait. Si c'est dans une industrie, on a déjà tout fait et tout, ça serait difficile. Mais je pense que si vous prenez le cas du DEFCO Agnès, là au Sénégal, j'ai parlé des talents de médiatrice, de la promotrice. Si ça n'avait pas été une femme, je ne suis pas certain qu'elle aurait réussi à rallier les habitants du quartier, les religieux et puis et le politique. Parce que même la mairie a dû signer des papiers pour céder le terrain aux communautés. Je pense que ça, c'est de l'innovation sociale et c'est quelque chose qui devrait être pris en compte. Par rapport à la question de... tu as posé tellement de remarques. Par rapport à la culture, je veux dire, il faut considérer que les makerspaces sont un peu des utopies concrètes. Parce que je sais que nous appartenons à des sociétés où la femme est considérée comme ça. Mais une fois que la femme se retrouve dans le makerspace, les débuts peuvent être difficiles, mais une fois qu'elle se sent en confiance, qu'elle est libre de faire ceci ou cela, je pense que tous ces préjugés-là disparaissent petit à petit. Elles se font accepter, elles se sentent en confiance, et puis c'est de l'empowerment en fait. C'est pour ça que dans la thèse, je parle des lieux d'émancipation.
et je préconise qu'on les multiplie pour que la femme puisse se sentir plus à l'aise. Une autre solution, justement, pour au-delà du leadership, c'est que vous avez parlé d'économie, mais vous savez que l'économie africaine, quand on parle au-delà de nos considérations habituelles et globales, c'est l'économie informelle qui aide, qui supporte vraiment l'économie africaine avec plus de 52% du PIB, des PIB dans la majeure partie des pays africains. Et l'économie informelle est beaucoup plus tenue par ces femmes-là. Ce qui veut dire que même les problèmes de financement que les femmes-là ont, ou bien les makerspaces africains ont au niveau local, les femmes peuvent apporter des solutions avec les tontines qu'elles font et tout, et supporter ces makerspaces-là. Donc, c'est quelque chose que je recommande énormément, la collaboration entre les makerspaces et le secteur informel, l'économie informelle dans nos pays, sachant que celles qui soutiennent cette économie-là, ce sont les femmes. Donc, de façon rapide et brève, c'est ce que je peux apporter comme remarque. Excellent. Merci beaucoup Thomas et merci à tous pour vos questions et votre participation. On a même dépassé 1 heure de l'après-midi heure d'Ottawa, donc je pense que ce serait le moment de nous arrêter ici. Merci encore Thomas d'être venu dans cet événement virtuel, partager tes recherches avec nous aujourd'hui et Hamid, Abou et Dominique pour s'être joints à la conversation. Je vous invite toutes et tous à venir pour un nouvel atelier virtuel avec une autre chercheure Open Air, Esther Adekundi Mobolayo, mardi prochain, qui nous présentera ses recherches dans le cadre d'un atelier intitulé Gender Equality and Women Empowerment, the rhetoric of SDG 5. So I have posted all the details about that event in the chat. I will invite you to RSVP and join us for a new virtual event next week. On that note, thank you again for everybody who joined us today and see you next week. Et merci encore une nouvelle fois Thomas. Bonne fin de journée. Au revoir.